Hey coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait un peu suite à une vidéo que je vous avais fait récemment puisque je vous ai présenté toutes les sagas que j'avais en cours et il y en avait vraiment pas mal. Et je me suis dit que j'allais également vous présenter les sagas que j'ai terminées durant cette année 2025. Comme il n'y en a pas énormément, je vais en profiter pour vous faire un petit point lecture sur mon avis global sur ces sagas. Bien évidemment, je n'ai pas mis dans cette vidéo les sagas où je suis à jour mais qui ne sont pas terminées parce que j'ai avancé énormément de sagas durant cette année, mais beaucoup sont encore en cours d'écriture. Je pense par exemple à toutes mes sagas de Webtoon. N'hésitez pas à faire un petit pronostic en commentaire de combien j'ai terminé de sagas cette année. Pour ma part, je garde le suspense, on verra ça en fin de vidéo. Si vous aussi vous avez terminé des sagas durant cette année 2025, n'hésitez pas à me dire combien en commentaire pour voir si j'en ai terminé plus que vous ou pas. Bien évidemment, la lecture n'est pas un concours ni une course, il faut lire à son rythme et ce qu'il nous plaît, mais j'avoue que je serais assez curieuse de savoir. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Je commence donc par vous présenter De Marbre et de Ronces de Sophie Wagner. C'est donc une trilogie. Oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, je vous prends que le premier tome à chaque fois parce que sinon ça aurait fait trop lourd pour mes petits bras. C'est une autrice auto-éditée avec qui je suis partenaire et ça a été une de mes meilleures rencontres et une de mes meilleures découvertes de cette année. Je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Sophie Wagner. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs de ses parutions, mais cette saga, la saga d'Arilia, a vraiment mon cœur. On va y suivre Arilia, qui est une princesse faée qui a tout perdu. En effet, Arène, non. J'ai toujours un doute sur le nom du personnage masculin. Donc Orin a totalement massacré le royaume d'Arilia. Il l'a épousée et l'a réduite limite en esclavage. Puisqu'il lui a interdit de parler à d'autres personnes, il l'habille selon lui comme il le souhaite. Et malheureusement, il va également abuser de son pouvoir puisqu'il va soumettre entièrement Arilia. D'ailleurs, c'est une faillée à qui il lui a retiré les pouvoirs. Donc non seulement elle perd son rôle de reine, mais également de faillée et surtout son rôle de femme. Ici, des sujets très durs vont être abordés, comme par exemple le viol conjugal ou également la pression qu'il peut y avoir dans un couple. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette trilogie, c'est que je trouve que Sophie Wagner parle justement avec beaucoup de justesse de ce genre de sujet. On a une héroïne qui va se reconstruire au fil des tomes, elle ne va pas devenir badass en un rien de temps, et en fait, on va suivre ses traumatismes. Elle va essayer de se reconstruire petit à petit. Petit à petit, elle va gagner confiance en elle. Mais vous comprenez bien que ce genre de choses laisse vraiment des traumatismes très profonds. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, puisqu'en fait, c'est une saga de fantasy avec tout ce qu'on aime, avec des combats, des complots, une plume addictive, mais également bien plus que ça, puisque ça va aborder des sujets vraiment très forts. Mon cœur s'est brisé pour Arilia et franchement, j'ai adoré voir son évolution petit à petit et vraiment un gros bravo et un gros merci à l'autrice d'avoir abordé ce genre de sujet dans la saga. Je suis très contente de l'avoir découverte et de l'avoir terminée durant cette année. Je vous présente ensuite Kira Storm Rider de Jupiter Phaeton. C'est une saga en 6 tomes, mais rassurez-vous, on ne voit pas passer les tomes tellement ils sont addictifs. Franchement, chacun des tomes ont été des coups de cœur pour moi. Il n'y a aucune lassitude, il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Pour moi, la plume de Jupiter Phaeton est vraiment une plume addictive. C'est impossible de ne pas aimer. Nous allons suivre Kira, qui est une Shuna, c'est-à-dire une étrangère. Et il m'a fait extrêmement peur, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc c'est une Shuna et depuis petite, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'un dragon. Et elle en est persuadée, les dragons existent. Donc elle va tout faire pour entrer à l'académie d'Améthyste pour devenir chevaucheuse de dragon. Sauf que plusieurs gros problèmes s'offrent à elle. Tout d'abord, c'est une Shuna, donc elle ne va pas du tout être acceptée par ses camarades. On peut clairement parler de racisme. Ensuite, les dragons ont totalement disparu. Et ensuite, les femmes ne chevauchent pas de dragons. Beaucoup d'obstacles vont se dresser sur le chemin de Kira qui ne va pas baisser les bras et elle va s'accrocher coûte que coûte à son destin. Vous vous doutez bien, s'il y a 6 tomes, c'est que les dragons vont revenir. Il y a énormément de secrets derrière leur disparition, beaucoup de complots. C'est une saga addictive avec des combats, un amour interdit et caché, avec des manigances, des morts. Et si vous ne connaissez pas Jupiter Phaeton, sachez que c'est la reine des fins
machiavélique. J'ai pleuré pour la fin de 3 tomes dans ces romans. En tout cas, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi que j'ai dévorée en un rien de temps. Je dirais pas que c'est la meilleure cette année puisque j'ai eu vraiment beaucoup de coups de cœur pour des sagas. Mais en fait, ici, on ne voit vraiment pas les tomes passés et je ne peux que vous recommander cette saga. J'ai beaucoup de sagas de l'autrice en cours que je ne vous présente pas puisqu'elles sont en cours. Et croyez-moi que La Plume de Jupiter Phaeton vaut vraiment le détour. Elle fait énormément de fantasy différentes, c'est-à-dire qu'il y en a des vampires, des loups-garous, des dragons. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si vous ne connaissez pas cette autrice vraiment, n'hésitez pas à aller voir son travail, puisque je suis persuadée que cette plume saura en convaincre plus d'un. Je vous présente ensuite Regard d'acier de Léa Novelle. C'est une autrice en auto-édition encore une fois. Il y a en tout 3 tomes, mais si vous voulez, il y a le tome 1, le tome 2 partie 1 et le tome 2 partie 2. Donc il y a 2 tomes, mais 3 livres. Si je vous dis une fantasy viking, est-ce que ça vous tente? En effet, Léa nous offre une magnifique fantasy viking avec des vikings, le monde des vikings, et vous connaissez sans doute ce monde qui est très cruel, très brut, avec beaucoup de combats, et fantasy puisqu'il y a tout un aspect magique, et vraiment j'ai adoré, j'aime beaucoup cet univers et j'étais vraiment trop triste de le quitter. On s'attache vraiment aux personnages qui ne font qu'évoluer au fil des tomes, immergés dans le monde des Vikings. D'ailleurs, Léa a fait un gros travail sur ce monde des Vikings avec beaucoup de vocabulaire, tout ça. Donc en plus d'être totalement immergé, on apprend également beaucoup de choses. D'ailleurs, à la fin de ses romans, elle nous a mis énormément de pages avec beaucoup d'informations sur les Vikings. Donc vraiment, on apprend énormément de choses. De plus, il y a des magnifiques illustrations dans les romans. Et je trouve que non seulement l'objet livre est magnifique, mais en plus, cette trilogie était vraiment incroyable. Il y a un suspense et une tension tout au long. On s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Il y a des combats, des complots, des machinations. Franchement, j'ai été totalement accro. De plus, une fantasy viking, on n'en voit vraiment jamais en littérature. Donc si vous aimez ces deux genres, foncez tête baissée découvrir cette saga. Je suis persuadée qu'elle saura vous convaincre. Je vous présente ensuite Animis de Anne-Sophie Henniker. Encore une fois, c'est une autrice en auto-édition. Oui, j'ai lu pas mal d'auto-éditions cette année et j'ai eu la possibilité de terminer plusieurs sagas, donc je suis vraiment trop contente. C'est une duologie et il faut savoir que je suis vraiment très fan de la plume d'Anne-Sophie Henniker. Elle nous offre à chaque fois des romans assez sombre, assez psychologique et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce qu'elle nous propose. D'ailleurs, ici, nous allons avoir une personnage qui fait des crises d'angoisse et je trouve que l'autrice a vraiment rendu hommage à ce sentiment, au fait d'avoir des crises d'angoisse et je me suis reconnue dans ce roman. Il y a énormément de travail de la part de cette autrice qui fait qu'on ressent vraiment cette angoisse, cette pression que subit tout au long le personnage principal et vraiment ça crée une atmosphère pesante, une atmosphère sombre que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ici, nous allons suivre Gilles qui a 21 ans, qui est persuadé d'être suivi par un homme au masque et vraiment ça l'angoisse, elle est vraiment... C'est très très dur à vivre pour elle et elle fait énormément de terreurs nocturnes et de crises d'angoisse, sauf qu'elle va se rendre compte que tout ça n'est pas le fruit de son imagination et que cet homme qui la poursuit et les monstres qu'elle voit dans ces terreurs nocturnes existent réellement. Et elle va ensuite rejoindre une sorte d'organisation qui chasse les monstres et en fait, c'est vraiment un défi pour elle puisqu'elle est très angoissée et en fait, elle débarque totalement dans ce monde qui lui fait peur. Et il y a vraiment toute une touche de psychologie, de qui est vraiment le méchant de l'histoire, est-ce que les méchants sont réellement méchants tout au long. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur. Donc si vous aimez ce qui est très sombre, très atmosphère pesante, je ne peux que vous recommander cette duologie. Alors là, on parle encore une fois coup de cœur puisque je vous présente Il y a la passeuse d'âme de Marie Vareille. C'est une trilogie. C'est une trilogie dystopique où l'on va suivre Elia. Il y a tout un univers que j'ai trouvé passionnant puisqu'Elia est une passeuse d'âme. C'est-à-dire en fait que son rôle c'est de participer au tri sélectif. Il y a des personnes qui vont être amenés vers la mort pour en fait pouvoir réguler la population humaine. Et les passeurs d'âme, en fait, si vous voulez, c'est une modification génétique puisque ces personnes ne doivent pas ressentir d'émotions, puisque vous vous doutez bien que comme ils doivent amener des gens vers la mort, le mieux c'est qu'ils ne ressentent rien. Sauf qu'en fait, Elia va vite se rendre compte qu'il y a un souci puisqu'elle ressent de plus en plus d'émotions. En effet, tout cela est lié à un jeune homme qu'elle va rencontrer qui s'appelle Solstan. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Solstan, c'est mon book boyfriend numéro 1. Je l'aime vraiment de fond du cœur. Et on va se rendre compte derrière tout ça qu'il y a un énorme complot, il y a énormément d'enjeux politiques. Ça m'a un peu fait penser à Divergente dans le sens où Elia va devoir se cacher, va devoir se camoufler, va devoir faire confiance à certaines personnes
et elle va finir après de nombreuses batailles et il y a énormément de complots, de batailles, de morts, de rébellions et en fait beaucoup de personnes ne rêvent que d'un monde meilleur, un monde sans le pouvoir en place. J'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie dystopique et je ne peux que vous la recommander. Lorsque j'en ai parlé sur Instagram, beaucoup connaissaient déjà cette autrice dans un autre genre littéraire. Pour ma part, je l'ai connue avec cette dystopie et croyez-moi que j'ai vraiment trouvé la plume addictive et que c'est vraiment ma saga coup de cœur. Les 3 tomes ont été vraiment des immenses coups de cœur et je pense que je peux dire que c'est ma meilleure trilogie 2025. C'est vraiment une trilogie pour qui j'ai beaucoup d'amour. Enfin, surtout pour Solstat. Je vous présente ensuite Vampiria de Victor Dixon, publié chez Pocket Jeunesse en version poche. C'est une trilogie, mais il y a également des nouveaux romans qui sont sortis où en fait c'est la suite de l'histoire, mais c'est un autre cycle. Ici, le roi Soleil n'est pas mort, il a été transformé en vampire et il règne depuis des décennies, depuis d'ailleurs 1715. Il est sur le trône depuis autant d'années et les vampires ont le plein pouvoir sur les humains qui sont obligés de participer à la taxe, c'est-à-dire que les humains doivent donner leur sang pour nourrir et faire vivre donc les vampires. D'ailleurs, le fait d'être un vampire est un honneur dans cet univers, donc beaucoup de nobles humains vont tout faire pour entrer dans les bonnes grâces du roi afin de devenir un jour vampire. Sauf que là, nous allons suivre Jeanne Froidelac qui a vu toute sa famille se faire tuer par des vampires et elle va décider de se venger. Sauf que quand elle va arriver dans la cour, elle va se rendre compte que ses parents participaient en fait à la Fronde. C'est une branche rebelle qui cherche en fait à déjouer et à arrêter le règne des vampires. Jeanne va donc devoir se rapprocher de la cour et des vampires pour pouvoir venger sa famille et possiblement arrêter également la cour vampirique. C'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée et je dirais que le second tome, on part plutôt sur de la fantaisie maritime. Ici, on est vraiment plongé dans la cour, alors que dans le deuxième tome, elle va suivre un périple avec des pirates, tout ça. Donc si vous aimez les fantaisies maritimes, je peux également vous le recommander. J'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ressent vraiment le travail de Victor Dixon, puisqu'il y a énormément de vocabulaire sur la cour, tout ça. Et c'est vrai que c'est très original d'imaginer Versailles avec des vampires. Je trouvais la plume très addictive. C'est la première saga que je découvre de Victor Dixon et j'ai très hâte d'en lire d'autres. Et donc j'ai dévoré ces 3 tomes, le premier en physique et les 2 autres tomes en audio sur Nextory. En tout cas, je ne peux que vous la recommander si vous aimez tout ce qui est vampire et cour de Versailles. Pour le dernier auto-édité de cette vidéo, je vous présente 13 de Julia McFolaghan et c'est une trilogie. Il faut savoir que Julia McFolaghan a vraiment un talent pour l'écriture et est une personne vraiment incroyable. J'essaye vraiment d'en parler dans toutes mes vidéos parce que non seulement cette saga sort de l'ordinaire, a été un coup de cœur, mais en plus Julia, malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas assez de visibilité par rapport à son talent. Une télé-réalité surnaturelle, ça vous branche? En effet, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en littérature. Personnellement, la seule télé-réalité que j'avais lue, il s'agissait de Hunger Games. Dites-vous qu'ici, on va voir un peu un présentateur à la Hunger Games assez loufoque, assez... vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Où on va apprendre des petits potins sur ce qui se passe sur l'île, etc. Et donc, nous avons plusieurs espèces surnaturelles sur une île qui sont censées apprendre à survivre ensemble, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisqu'il y a une taupe et on va se rendre compte qu'il y a un ennemi commun à toutes ces personnes sur l'île. Sur l'île, nous avons un gnome, des sorciers et sorcières, un loup-garou, des vampires, une chamane aussi, et je crois que c'est tout si je ne me trompe pas. Ça a l'air d'être tout. Et ce sont les fées qui organisent cette télé-réalité. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous disais, c'est qu'on a un présentateur assez loufoque qui nous dit plein de petits potins. Et nous, du coup, en fait, on est les lecteurs, mais aussi les spectateurs. Et c'est vrai que malgré tous les malheurs qui arrivent sur l'île, eh bien, on veut vraiment lire la suite. C'est vraiment addictive. Il y a tellement de choses qui se passent entre la rivalité entre les espèces, mais aussi le fait qu'il y a une taupe et en plus le présentateur, il en rajoute une couche. Enfin, c'était vraiment addictif et j'ai dévoré cette trilogie en un rien de temps. Je trouve qu'elle mérite davantage de visibilité parce que on ne s'ennuie absolument pas, mais surtout le concept est vraiment très original. Et je dirais que Julia McFolaghan a fait un petit peu des fois des fins machiavéliques quand même, puisque vous vous doutez bien, il va y avoir plusieurs morts sur cette île. En tout cas, j'ai adoré ce mélange un peu Koh-Lanta surnaturel. Et je suis d'ailleurs un petit peu déçue d'avoir fini cette trilogie puisque j'étais tellement bien dans l'univers, j'ai vraiment adoré. Je vous présente ensuite Witch and God de Leafstone, publié chez Ito. C'est une trilogie, mais tout comme Vampiria, il y a également un autre cycle qui est sorti de 3 tomes. Et en tout cas, ici, c'est une trilogie. Nous allons suivre une romance par tome puisque nous allons suivre 3 sœurs. Ce sont des sœurs sorcières qui
doivent cohabiter avec les dieux. En effet, les dieux existent réellement et il y a une énorme rivalité entre les dieux et les sorcières. Pour pouvoir faire un petit peu une trêve, ils vont décider d'organiser un mariage arrangé entre le dieu de la terreur et une sorcière. Sauf que ce dieu de la terreur va finir par épouser Ella, qui est une sorcière sans don et qui n'a pas été formée contrairement à ses sorts. Et bien évidemment, les sorcières ne voient pas d'un bon œil cette alliance avec les dieux et elles vont vouloir profiter de ce mariage. Voilà donc le résumé du premier tome. Pour les deux autres tomes, je ne vais pas vous les résumer, même si on va suivre les deux sœurs d'Ella. J'ai pas envie de dévoiler plein d'éléments parce que même si c'est une autre histoire, en fait, c'est à la suite et du coup, ça vous spoilerait pas mal d'éléments. En tout cas, pour vous dire vraiment les tropes globales, on va avoir les dieux, les sorcières, des enemies to lovers, puisque d'ailleurs dans les 3 tomes, ce sont des enemies to lovers. Et franchement, j'ai trouvé ça trop sympa, c'est rempli d'humour. Les enemies to lovers, ils sont incroyables. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et pourtant le deuxième tome l'a surpassé. Je suis un petit peu moins fan du 3e tome, mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Et je pense que je vais commencer ensuite l'autre saga. Je crois d'ailleurs que c'est en fait du point de vue des hommes. Je vous présente ensuite La Cage de Emma Segas, publiée aux éditions Ozu. C'est une duologie que j'ai lue durant mon partenariat avec cette maison d'édition. Celle-ci, c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment surprise parce que quand on voit cette couverture et quand on commence le roman, on ne sait pas du tout où veut nous emmener l'autrice. Nous allons avoir Eléa qui ouvre les yeux et qui se rend compte qu'elle est en présence d'autres femmes et elles se rendent très très vite compte qu'elles ont été enlevées et elles vont tout faire pour comprendre pourquoi elles ont été enlevées, qu'est-ce qu'elles font là, qui sont leurs ravisseurs et surtout comment faire pour s'échapper. Et en fait, si vous voulez, on va avoir plein de théories et au final, aucune ne sont bonnes. Et je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que ce serait un giga spoil et on le sait en fait au bout de 400 pages qu'est-ce qui se trame réellement derrière. J'ai vraiment envie de vous le dire parce que c'est vraiment ce qui donne envie de lire cette duologie parce que vraiment on se dit mais c'est pas possible. Où est-ce que l'autrice a été chercher ce genre de choses? C'est incroyable. Et encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu en littérature, donc c'est vraiment original. Si vraiment vous tenez à le savoir, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter sur Émilie des Livres et je vous le dirai en privé. Mais pour ceux qui veulent s'y lancer à l'aveugle, je peux vous dire que toutes vos théories, c'est faux. Alors, rassurez-vous, elles n'ont pas été enlevées par les aliens. C'est quelque chose de très réaliste, mais quelque chose à laquelle on ne s'y attend tellement pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve également qu'il y a une très belle morale, un très beau message de la part de l'autrice. Et vraiment, il y a un plot twist dans le 2e tome auquel on s'y attend pas et qui vraiment amplifie ce message que l'autrice veut faire passer. Donc je trouve que c'est une très belle prise de position de sa part et je trouve que cette duologie mérite davantage de visibilité. Je peux comprendre qu'elle ne fasse pas envie parce que les couvertures ne sont pas très jolies. Et pour finir, je vous présente Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse. Il me semble que c'est une duologie terminée puisque je n'ai pas vu de 3e tome et je pense au vu de la fin du 2e tome qu'il n'y en a pas. Peut-être que je me trompe, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui je pense que c'est une duologie Enemy to Lovers avec chasseurs et sorcières. Est-ce que ça vous tente? Pour moi c'est une lecture que vous pouvez beaucoup aimer si vous avez aimé Serpent et d'œuf qui est publié chez Deux Axus. Ici c'est un peu pareil, nous allons avoir une sorcière et un chasseur de sorcières et pourtant j'ai largement préféré cette saga. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, mais alors le 2e tome, un coup de cœur plus, je l'ai vraiment adoré. Nous allons suivre Ruine qui est une sorcière qui se fait passer la journée pour une dame de la cour un petit peu naïve, un petit peu idiote, alors qu'au final, elle est le Sphinx rouge, c'est-à-dire une sorcière redoutable qui fait tout pour sauver ses congénères et qui n'hésite pas à défier la garde rouge, qui sont les chasseurs de sorcières justement. D'un autre côté, nous allons suivre Gideon qui lui est le garde et vraiment le général pratiquement le plus haut gradé, je crois, de la garde rouge. Il est vraiment chasseur de sorcières depuis petit, c'est vraiment limite pour lui une passion, une vocation, et il va croiser la route de notre chère Ruine. Et je vous les mets dans le mille, puisque je vous ai dit Enemies to Lovers, eh bien, vous vous doutez de ce qui va se passer. Donc en fait, tout n'est pas simple. Justement, c'est un Enemies to Lovers qui, je trouve, est extrêmement bien fait, parce que les personnages vraiment se détestent, mais ils s'aiment, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être ensemble puisqu'elle c'est une sorcière et lui un chasseur de sorcières. Et si vous voulez, même dans le 2e tome, rien n'est sûr, c'est-à-dire qu'ils sont constamment bousculés entre leurs sentiments, mais également ce qu'ils sont. Elle, c'est une sorcière, elle ne pourra jamais le changer. Lui, il a tué énormément de sorcières, il ne pourra jamais le changer également. Et vraiment, il y a une telle bataille dans leurs sentiments, c'est impressionnant tellement c'est bien fait. De plus, il y a énormément de non-dits et de complots
qui font qu'à chaque fois ils vont s'éloigner parce que ils comprennent mal les attentions de l'autre personne. Ils sont tellement persuadés que l'autre les trahit qu'en fait, c'est bien, ils se font du mal pour rien. Et pourtant, je peux vous dire que Gideon est un homme capable. Et pareil, ça a été un book boyfriend que j'ai vraiment adoré. Je rêve d'avoir un homme comme Gideon. Voilà, déposez vos CV si c'est le cas. Je veux un homme comme Gideon. Enfin, si possible, pas un homme qui a tué des gens quand même. C'est juste le seul point qui me dérange. Et vraiment, je suis tombée in love de Gideon. Et j'ai adoré cette saga parce que tout était addictif. Et comme je vous ai dit, on a un peu cette ambiance à la cour. Enfin, je sais pas quoi vous dire parce que j'ai tellement tout adoré dans cette saga que j'ai l'impression que mes mots ne rendent pas honneur au coup de cœur que j'ai eu. Puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en ce moment, des enemies to lovers entre sorcières et chasseurs de sorcières. Et je trouve pourtant que cette duologie sort vraiment de ce que l'on voit habituellement. Comme je vous ai dit, pour moi, ça peut faire penser à Serpent and Dove, alors qu'en fait, c'est totalement différent. Celle-ci, elle était vraiment incroyable. De plus, la plume de l'autrice est vraiment addictive. Enfin bref, franchement, si vous aimez ce genre de roman, foncez découvrir cette duologie. Je suis persuadée qu'elle saura conquérir votre cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un petit peu honte quand même parce que j'ai terminé que 10 sagas. Bon, après, comme je vous dis, c'est pas un concours et c'est déjà 10 sagas de terminer et je suis trop contente. Après, il faut savoir, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'ai énormément lu cette année. Mais en fait, j'ai lu beaucoup de sagas qui ne sont pas terminées, donc j'essaye de me consoler comme ça. N'hésitez pas, vous, à me dire combien de sagas vous avez terminé durant cette année. Je serais très curieuse de le savoir. Pour ma part, toutes les sagas que je vous ai présentées ont été vraiment des très bonnes lectures. Plusieurs d'entre elles ont été vraiment des gros coups de cœur. Donc je suis contente parce que même s'il n'y a pas énormément en quantité, la qualité était présente et au fond, c'est le principal, n'est-ce pas? Si vous êtes encore jusqu'ici, je vous remercie grandement du visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, comme ça je le saurai également. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine!